On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui va un peu être différente de tout ce que j'ai fait auparavant, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler mode. J'ai étudié la mode, mais c'est aussi quelque chose qui me passionne, et puis je me suis dit qu'il y avait quand même des sujets très importants à aborder dans le milieu de la mode, et donc je veux partager avec vous mon opinion, et aussi un peu l'histoire de la mode, et aussi ce que vous en pensez, puisque j'ai posé aussi des questions à certains d'entre vous au sujet de ce que je vais aborder aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de, bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, de la partager, de la commenter et de la liker, et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la ungendered fashion, plus connue sous le nom de mode unisexe, de mode genderless. Donc quand on parle de mode genderless, on parle en fait de vêtements qui n'ont pas de genre, c'est-à-dire des vêtements qui vont à l'homme comme à la femme. Le plus gros exemple de vêtements ou de pièces genderless dans le vestiaire global, c'est donc le t-shirt aujourd'hui, puisqu'on retrouve le t-shirt dans le vestiaire masculin comme dans le vestiaire féminin. Aujourd'hui, on parle donc, comme je viens de le dire, de vestiaire, donc de vestiaire féminin et de vestiaire masculin. Et il y a des vêtements qui sont rangés dans des cases, donc comme par exemple la jupe, qui est un vêtement dit féminin, et par exemple le jogging, qui est un vêtement masculin. Mais on se demande si ce fut toujours le cas. Donc le mot vêtement, c'est défini comme une pièce de linge conçue pour recouvrir le corps humain. Donc si on s'intéresse à la première forme d'intelligence, on va dire, sur Terre, donc à la première forme humanoïde intelligente sur Terre, on va parler des Homo sapiens. Ils portaient les peaux des animaux qu'ils chassaient. Ils avaient tous à peu près les mêmes tenues, ça avait vraiment un aspect que très pratique. Les archéologues expliquent que ces vêtements leur servaient surtout à se protéger de la période glaciaire, et donc vraiment à se protéger du froid et des conditions sur Terre. Pas vraiment à se différencier entre eux, mais plutôt à se protéger. Donc ça avait vraiment cette fonction première de protection. Donc on se rend compte surtout que la notion de mode, d'appartenance, de genre ou de statut social n'a pas du tout sa place quant aux premiers hommes sur Terre. Et on commence avec l'Antiquité grecque. Et donc on se rend compte que les Grecs, hommes comme femmes, et surtout peu importe leur statut social, portaient le même type de vêtements. Leurs vêtements étaient composés de la même façon. Un morceau rectangle de tissu est maintenu aux épaules par des broches. On se rend compte du coup que le statut social commence à se différencier à cette époque, mais c'était surtout la matière utilisée au niveau des broches, donc pas tant que ça par rapport aux vêtements. On peut remarquer aussi une mini différenciation au niveau du vêtement. Donc ce vêtement qui s'appelle le chitone, un peu plus court chez l'homme et un peu plus long chez la femme, mais ça peut changer. Par exemple, il peut être un peu plus long pour l'homme s'il est de haut rang et qui doit participer à des cérémonies, et il peut être un peu plus court chez la femme si par exemple elle travaille sur les champs ou si elle doit aller chasser. Ensuite arrive l'Antiquité romaine, donc je vais vraiment balayer très vite les périodes parce qu'on va pas vraiment s'attarder à ça. Pendant l'Antiquité romaine, on se rend compte que que les Romains en fait portaient plus ou moins les mêmes vêtements que les Grecs. Vous savez très bien qu'ils ont été très inspirés par la Grèce antique, donc au niveau des vêtements c'est plus ou moins pareil. Le seul vêtement qui est vraiment propre aux Romains et qu'il n'y avait pas en Grèce antique, c'est la toge. Et la toge, c'est un vêtement en plus qui n'est porté que par l'homme. La femme ne peut pas porter la toge parce que sinon elle est tout de suite assimilée à la prostitution. Du coup, c'était très très mal vu qu'une femme porte une toge. La toge n'était pas vraiment le vêtement principal qui était porté. Le vêtement principal qui était porté, c'était une tunique. Tunique qui était portée par l'homme comme par la femme et qui n'avait que de très légères différenciations entre genres. Donc c'est-à-dire que l'homme avait une tunique légèrement plus courte et moins ample que celle de la femme. Arrivé au Moyen-Âge, encore une fois, on différencie très peu les vêtements de l'homme comme ceux de la femme, donc ils portent tous les deux une chemise et une côte. La différenciation se fait également au niveau de la longueur, puisque la côte de l'homme est plus courte que celle de la femme. Ensuite arrive la Renaissance. Donc la Renaissance, ça devient un peu plus compliqué, c'est là où on voit vraiment les différenciations de genre s'installer. J'essaye de moins vous parler de statut social, j'essaye plutôt de vous mettre sur le même rang la différenciation du vêtement au niveau du genre, parce qu'on est vraiment sur ce thème-là. On se rend compte que pendant la Renaissance, on a vraiment beaucoup plus de différences qui entrent en jeu quant aux vêtements masculins et féminins. Donc pour la fin du XVIe siècle, le vêtement de l'homme commence à prendre de l'ampleur pour au final venir se resserrer. On remarque pour le bas que l'homme porte des choses collantes avec des hautes chausses. Il est vêtu d'un pourpoint pour le haut et il porte par-dessus un manteau, et plus tard on voit l'arrivée de la cape. À ce moment-là, pour la femme, c'est différent puisque
la femme porte une robe comme vêtement principal et il est principalement à corsage. La jupe de la robe est resserrée à la ceinture et par-dessus cette robe, elle va du coup porter un manteau. Donc effectivement, la Renaissance et donc le 15e, 16e siècle sont témoins d'un mouvement intellectuel, artistique et scientifique et on commence à avoir des tendances. Donc on commence à s'inspirer des vêtements orientaux, des vêtements italiens et c'est aussi durant cette période que la beauté est également une contrainte puisque c'est aussi l'arrivée des corsages, donc très serrés avec des barres de fer. C'est vraiment cette période-là qui commence à avoir une signification mais aussi une fonction autre que la protection du corps humain, puisqu'on se rend compte qu'il commence du coup à définir le genre d'une personne et son statut social. Et c'est également à cette période-là qu'on se rend vraiment compte que du coup la femme n'a jamais porté de pantalon et que l'homme, lui, son vêtement a tendance à se resserrer et à changer. Suite à cela, en octobre 1793, un décret interdit les clubs féminins, donc on arrive dans une période qui est vraiment très misogyne. L'homme est le sexe fort, l'homme est très mis en avant, la femme est très mise en avant mais plus dans un point esthétique, sur une question un peu plus sexuelle, un peu plus esthétique, puisque la femme doit demander des autorisations à son mari pour avoir un compte en banque, des autorisations pour pouvoir divorcer, des autorisations pour pouvoir porter un pantalon. Et c'est dans les années 1800, donc après les troubles de la Révolution, que une ordonnance de la police de la préfecture de Paris interdit du coup le port du vêtement masculin et du pantalon par les femmes, puisque effectivement ce pantalon est un vêtement qui est resserré, qui est fermé, ou le contraire de la jupe, puisque la jupe est le vêtement qui souligne l'accessibilité au sexe féminin. Donc comme je vous ai dit, on est vraiment sur une période qui est très très misogyne, ce qui est très contraignant pour la femme, puisque quand elle porte une jupe, elle n'en porte pas qu'une, elle superpose des jupons, elle porte des porte-jartelles, elle a des corsets, c'est vraiment une contrainte pour la femme de porter une jupe à cette époque-là. Le port du pantalon était autorisé pour la femme, mais à condition d'avoir un certificat médical. Si ce n'était pas le cas, la femme devait alors payer une amende et également elle pouvait avoir 5 jours de prison. On avait quand même dans les années 1800 des femmes engagées, puisqu'on avait des femmes qui portaient quand même le pantalon, donc comme par exemple l'écrivaine George Sand ou la peintre Rosa Bonheur. Mais c'est en 1889 qu'une militante féministe met en place la réforme du costume et c'est suite à cela que les femmes vont commencer vraiment à porter le vêtement masculin et à porter le pantalon. Après ça, on a des lois qui sont atténuées. Le port du pantalon est autorisé à certaines femmes, mais à certaines conditions. Par exemple, à condition que la femme tienne dans sa main un guidon de vélo ou alors les rênes d'un cheval. Ensuite, le pantalon n'est toléré que pour les femmes faisant un métier d'homme. Puis le pantalon est petit à petit toléré pour des activités un peu plus chill, un peu plus détentes. Donc par exemple pour des sorties à la plage, pour du jardinage ou alors pour des activités de loisirs. Donc c'est en 1949 que Simone de Beauvoir écrit son livre Le deuxième sexe, dans lequel on se rend compte de l'enjeu politique du pantalon et surtout de la force qu'il représente et le fait qu'une femme portant un pantalon dans ces années-là, c'était vraiment une femme engagée. Donc c'est seulement dans les années 1960 que le pantalon entre dans le vestiaire féminin, puisqu'il commence à apparaître sur la scène haute couture, avec notamment les défilés d'Yves Saint Laurent. Donc c'est après seulement toutes ces années de lutte de la femme que le pantalon dit masculin peut enfin devenir une pièce féminine. On est quand même formaté d'une certaine façon, puisque dès notre plus jeune âge, la mode tend à diviser les genres, puisque par exemple une petite fille on va lui mettre une robe ou une jupe et le petit garçon on va lui mettre un pantalon ou un jogging. Il y a donc les grands noms de la mode qui veulent lutter contre cette division des genres. Donc on a par exemple Jean-Paul Gaultier qui a fait défiler des hommes en jupe, mais on a aussi par exemple Thom Browne. Suite à cela, on a certaines firmes, certains groupes qui veulent mettre en place des collections unisexes, des collections non genrées. En mars 2016, on a la firme Zara qui se lance dans une collection nommée Ungendered. Cette collection se veut donc unisexe et elle comprend 16 pièces. Je vous laisse juger par vous-même. Cette collection a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait, on a remarqué que ils se sont pas trop pris la tête. Ils ont fait des pièces, des coupes de vêtements très droites, rien de très transcendant. La jupe n'est pas mise en place, c'est vraiment des joggings, des coupes un peu plus courtes, des sweats, des t-shirts larges, et tout ça sur des tons assez neutres comme du gris, du blanc, du noir. Vraiment, ils se sont pas trop foulés. Donc toujours dans la même année 2016, on voit Jaden Smith porter cette jupe emblématique de la marque Louis Vuitton. Donc suite à cette campagne, Jaden Smith crée sa propre marque de vêtements unisex qui est appelée MSFTS. Dans la même période, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui
ont tendance à prendre des vêtements du vestiaire féminin et à les porter pour enfants, pour casser tous ces codes, pour arrêter de diviser les genres. Donc vous vous souvenez sûrement tous de cette pochette d'album de Young Thug dans laquelle il porte une robe semblable aux robes portées par Scarlett O'Hara dans le film Autant en emporte le vent. Donc il a expliqué ce geste par la suite en disant qu'il a voulu dénoncer une oppression qui continue d'affecter les genres, les classes sociales et les races aux États-Unis. Et il a aussi voulu du coup s'émanciper des stéréotypes et de ce côté ultra viril en fait des rappeurs et du monde du hip-hop dans les années 90. Et puis ce ne sera pas du coup le seul rappeur à vouloir se détacher de ce côté hyper viril et de ce côté surtout très stéréotypé et de vouloir arrêter de genrer les vêtements, puisqu'on a également Kanye West qui se dit très avant-gardiste, qui n'hésite pas à porter des jupes, à porter des vêtements féminins comme des gilets de la marque Céline ou alors des pulls de la marque Acne. On a aussi Jay-Z notamment qui porte une longue tunique de la marque Rodat. On a A$AP Rocky qui va porter une robe pour un défilé. Donc je viens de vous parler de ces stars qui veulent casser du coup cette division des genres et qui vont du coup eux venir nous influencer nous en tant que fans. Mais on a du coup également la haute couture, donc les créateurs qui eux sont les personnes qui créent la tendance, qui vont se mettre également à créer des vêtements genderless. Donc on a par exemple Jil Sander, on a par exemple la collection Comme des garçons de 2017, on a Balmain, on a Thom Browne, toutes ces collections qui vont en fait faire défiler des hommes avec des jupes, faire défiler des vêtements genderless, qui veulent également du coup mettre fin en fait à cette division des genres. En 2019, on a la collection Printemps-été de chez Lacoste qui se veut très très genderless, puisque dans la vidéo, dans leur campagne, on voit vraiment deux personnes de sexe opposé portant exactement les mêmes tenues, exactement les mêmes vêtements, les mêmes formes, que ce soit des vêtements, que ce soit des pulls ou que ce soit des jupes vraiment, et ça leur va super bien. En fait, on ne différencie même plus l'homme de la femme, et c'est vraiment le vêtement qui est mis en avant. Donc plus récemment, en 2020, c'est à travers les stars comme Billie Eilish ou Harry Styles qui rompent avec les questions de genre qu'on voit petit à petit cette mode prendre de l'ampleur, puisque Billie Eilish par exemple s'affiche toujours avec des vêtements très amples, beaucoup de layering, beaucoup de jogging, beaucoup de sweat. Quant à Harry Styles qui s'affiche lui avec, quand je dis s'affiche, je dis pas dans le mauvais sens, hein. S'afficher c'est se montrer. Donc qui s'affiche avec des jupes, avec des talons, avec des vestes de blazer féminines, des tutus. Enfin, on voit du coup que ces deux stars rompent complètement avec cette notion de genre, mais on se pose toujours la question de la sexualité dans tout ça. Donc pour le coup, je vais vous parler plus d'un avis personnel. Je sais que je suis une personne qui s'est très souvent habillée. Enfin, moi, je porte très très peu de jupes. Je porte énormément de pantalons, énormément de vêtements dans lesquels je me sens à l'aise. Même très souvent, on m'a reproché que je portais des vêtements du vestiaire masculin. Et puis en soi, je m'en fiche parce que j'ai vraiment grandi dans cette mentalité où je me préoccupais pas de ce que je portais dans la forme, mais plutôt dans le fond, enfin ce que avec quoi moi je me sentais à l'aise. Et je pense qu'en soi, mon vêtement ne va pas définir ni mon genre, ni ma sexualité, ni quoi que ce soit. Ce qui est drôle, c'est qu'on a quand même cette question de virilité à travers de non-virilité justement avec la jupe, ce qui est un peu infondé, puisque on se rend compte que la jupe, la robe, la tunique est portée par énormément d'hommes dans beaucoup de cultures. On a par exemple le kilt chez les Écossais qui vient du coup d'une origine viking. Aujourd'hui, quand on vous parle de viking, je pense que vous avez une image très virile du viking. On a également remarqué qu'avant le 15e siècle, hommes comme femmes portaient des jupes, portaient des robes, portaient des tuniques très longues. Même les religieux portent des vêtements, des tuniques en fait qui ressemblent du coup à des longues robes entre guillemets. Donc on a la soutane avec les prêtres, on a le kamis avec les imams, la kessa avec les moines bouddhistes, et pourtant ce vêtement n'entrave en rien ni leur religion, ni leur genre, ni leur appartenance, ni leur sexualité. Donc pourquoi autant féminiser la jupe, la robe, la tunique, alors qu'en soi, dans plein de cultures, elle est portée par des hommes, qui plus est sont virils, et depuis la nuit des temps. J'ai posé des questions à certains d'entre vous pour savoir ce que vous en pensiez. Du coup, je vais juste vous lire vos réponses. Ça m'arrive de prendre des sweats au rayon homme pour avoir un effet oversize ou confortable. Personnellement, je suis pas du tout contre, bien au contraire, si ça peut permettre à certains de franchir le cap et de s'habiller comme ils le souhaitent.
Après, je trouve que actuellement les vêtements unisexes restent quand même très basiques. On va pas se le cacher, ça reste tout ce qui est sweat, jogging, t-shirt, basket, chemise, rien de transcendant. Je pense que dans notre société actuelle, la jupe par exemple va plus à la femme qu'à l'homme parce qu'on a été construit à penser comme ça. Mais lorsqu'un homme arrive à bien porter une jupe ou une femme avec un autre vêtement et inversement, ça a un gros impact et ça nous confirme à penser que cette construction sociale, ça devrait rester dans le passé. Personnellement, je suis contre la mode unisexe. Je pense pas qu'il faut créer des marques ou des collections qui se disent spéciales unisexe, surtout que beaucoup utilisent que des basiques et ce sont au final des pièces que l'on retrouve déjà dans les collections hommes et femmes. Donc pas besoin de créer quelque chose soi-disant nouveau quand ça ne l'est pas, ça devient juste du marketing. Mais je suis pour enlever la différenciation homme-femme dans les marques, plus de division, n'importe qui achète ce qu'il veut, sans que ce soit une pièce homme ou femme. Par contre, la société n'est pas prête pour ça. Alors oui, une femme qui s'habille chez l'homme est acceptée par la société, mais seulement si elle reste féminine dans le fond. Par exemple, joli maquillage, une jolie coiffure. Mais une femme qui s'habille chez l'homme et qui ressemble à un homme n'a aucun côté féminin dans son look, ce n'est pas accepté par la société. Et j'aimerais surtout finir cette vidéo avec un petit débat. Donc pour toi, le vêtement a-t-il un genre ?